Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes fédérations, organisations qu'il y a dans notre sport. Mais attention, cette vidéo, ce n'est pas uniquement pour ceux qui veulent faire de la compétition, mais c'est pour tous ceux qui veulent comprendre comment notre milieu fonctionne, jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer, mais aussi peut-être vous donner envie de pratiquer, peut-être avec un état d'esprit compétiteur, parce que oui, on a de la chance dans notre sport, on peut pratiquer à n'importe quel âge. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler déjà de pourquoi on a de la chance de pouvoir pratiquer ce sport-là. Deuxième, je vais vous faire un listing de tous les événements et de toutes les organisations qui existent dans notre sport. Je vais vous dire ensuite les points forts, les points faibles et je vais vous terminer avec ma préférence de compétition et vous expliquer comment vous pouvez avoir une carrière, peu importe votre niveau, votre âge, dans ce sport qu'est le jiu-jitsu brésilien ou la lutte à livrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis ceinture noire de lutte à livrer, 4e dan. Je pratique depuis que j'ai 12 ans, aujourd'hui j'en ai 39. Voilà, j'étais compétiteur, donc on m'a connu parce que on me connaît parce que j'ai participé 6 fois à la DCC, qui est un peu comme les Jeux Olympiques de notre sport. Je suis aussi gérant des NR Fight Club sur Paris, mais aussi maintenant en province à Nancy. D'ailleurs, si vous voulez un NR Fight Club vers chez vous, n'hésitez pas à mettre ça dans la description. Je suis cofondateur de BJ Fanatics, la plateforme américaine, mais qui est maintenant en France avec des Français pour les Français. Et aussi, je vous les montre juste là, paf. Je sais pas comment on peut dire ça, bref, on vend des airstrips pour mettre sur le nez, pour mieux respirer. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo parce que forcément, il y a toujours des haters qui sont là à dire ça ne marche pas, etc. Bref, des gens qui n'ont sûrement pas essayé. On parlera de ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, on commence tout de suite avec pourquoi on a de la chance de pratiquer ce sport-là. Alors, trop souvent, j'entends des gens, ouais, dans le jiu-jitsu brésilien, dans la lutte à livrer, c'est nul parce que si, parce que ça. Je vais juste vous expliquer déjà dans un premier temps pourquoi on a énormément de chance de pratiquer ce sport-là et pourquoi, peut-être aussi dans une autre vidéo, je détaillerai un peu plus, mais pourquoi aussi on peut en vivre facilement ou en tout cas on peut être compétiteur. En fait, dans notre sport, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le niveau que vous avez, peu importe le sexe que vous avez, en fait, on peut pratiquer parce que, en fait, la façon dont ça a été fait, la pédagogie qui a été réfléchie est faite pour tout le monde. Il y a quand même si c'est plus ou moins vrai, il y a quand même cet état d'esprit de se dire on va enseigner le sport pour que le plus faible physiquement gagne face au plus fort. Bon, on verra que pour que le plus faible gagne, il faut vraiment qu'il ait un niveau technique très très élevé, mais c'est possible. Ça, c'est une chance quand même dans notre sport. Aller commencer le judo à 30 ans, aller commencer la lutte à 40 ans, aller commencer ces sports qui sont des sports olympiques, qui sont vraiment pensés pour vraiment uniquement la compétition, à mon sens. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais encore une fois, si vous deviez recommander un sport à votre papa, à votre maman, un sport de combat, alors qu'ils ont plus de 40 ans, je ne suis pas sûr que je leur recommanderais de faire de la lutte ou de faire du judo. Voilà, c'est des sports qui sont traumatisants, c'est des sports qui, dans l'enseignement, n'ont pas été réfléchis pour enseigner à la grande masse et pour faire en sorte que le plus faible gagne par rapport au plus fort. Après, est-ce que c'est possible, pas possible? Je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais voilà, on a de la chance parce que n'importe quel âge, on peut pratiquer et on peut aussi faire de la compétition. Donc, je vais vous présenter un petit peu les différentes fédérations ou organisations parce que dans notre sport, c'est pas forcément vrai que dans tous les pays, il y ait une fédération pour encadrer notre sport, que ce soit le jiu-jitsu brésilien, que ce soit la lutte à livrer. La plus grosse fédération, c'est la fédération qui est l'IBJJF, donc j'imagine International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, peut-être, et en France, qui est représentée par la CFJJB. Et donc eux, en fait, leur axe de développement, c'est quasiment uniquement la compétition. Donc ils font des compétitions tous les week-ends, un peu partout dans le monde. Là d'ailleurs ce week-end, il y a les Europes de Jiu-Jitsu brésilien qui se déroulent à Lisbonne. Pendant 2 ans, on les a eu à Paris, on a eu de la chance, c'était à Paris, mais maintenant c'est retourné à Lisbonne. Et donc la CFJB aussi développe aussi le Jiu-Jitsu brésilien en France à travers l'organisation de compétitions.
Et aussi, ils essaient de développer aussi le côté formation parce que en France, c'est peut-être pas comme aux États-Unis ou au Brésil. Il y a quand même, l'État demande quand même qu'on forme nos professeurs et qui est aussi une très bonne chose parce que très souvent, on voit des choses un peu aberrantes ailleurs. Mais aussi, c'est pas forcément pour ça. C'est pas parce que tout le monde est formé que tout le monde sera des bons professeurs ou autres. On peut voir aussi des très bons professeurs qui n'ont pas été forcément formés aux États-Unis, au Brésil. Bref, ça aussi, c'est un autre débat. On pourra en parler sur une autre vidéo. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a l'ADCC. L'ADCC, c'est donc pour la. Donc là, pardon, l'IBJF, c'est kimono et sans kimono, mais c'est essentiellement l'axe dominant, c'est le kimono. L'ADCC, c'est la partie uniquement sans kimono, qui a un côté aussi un peu plus, qui a une envie aussi de se développer un peu plus sur le côté spectacle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand il y a leur ADCC Monde, il y a quand même il y a beaucoup de spectateurs, chose que sur l'IBJJF, c'est pas beaucoup, c'est pas vraiment vrai. C'est surtout des gens qui ont combattu sur l'événement et qui sont restés pour regarder. Mais ça reste très rare des gens qui font un déplacement de loin pour venir regarder l'événement comme les gens le font pour l'ADCC où les places sont payantes, pas un tarif très élevé, mais quand même, je crois, plus élevé que l'IBJF. Donc il y a vraiment ce côté spectacle qui essaye d'être développé. Un exemple simple qui peut paraître aberrant, mais qui fonctionne, c'est le côté de tant que l'action est en cours, ça peut continuer même en dehors du tatami. Tant que l'arbitre n'a pas dit stop, vous continuez. Et donc il y a très souvent ma fille qui passe en même temps, qui croit qu'on ne la voit pas. Et donc même si ça peut paraître, ça peut être dangereux, et c'est dangereux, il y a quand même… à chaque fois qu'il y a un combat qui sort du tatami, tout le monde se lève, tout le monde veut voir ce qui va se passer. Bon, ça fait quand même un côté spectacle. Après, est-ce que ça pourrait être mieux encadré ou pas? Forcément, on pourrait mettre des tatamis un petit peu plus autour, peut-être moins épais, mais quand même, pour éviter que les gens se blessent sur le sol. Mais bon, c'est ça fait le côté spectacle de la DCC. Et la DCC, eux, leur objectif, c'est de développer le haut niveau et de faire en sorte de faire sortir des superstars. En tout cas, c'est ce qu'on a vu à travers toutes ces années. Ça se déroule tous les 2 ans. C'est des qualifications qui se font par continent. Voilà, c'est 16 combattants. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. D'accord, l'idée, c'est vraiment de vous faire un plan large de tout ça. Mais c'est ça, c'est des sélections. Après, il y a des gens qui sont invités. C'est 16 combattants par catégorie. Et c'est tous les 2 ans. Donc, ça a un côté un peu Jeux Olympiques. C'est ce à quoi j'ai participé pendant 10 ans de ma carrière. C'était mon objectif principal, c'était de faire une médaille à la DCC, chose que je n'ai pas réussi, mais quand même d'y être allé 6 fois, c'est quand même une belle chose, en tout cas à mon sens. Ensuite, vous avez toutes les organisations. Alors, à côté de l'IBJF, vous avez plein de petites fédérations aussi qui essayent un peu de faire la même chose. Il y en a au Brésil, il y en a un peu partout dans le monde, mais personne n'arrive de près à la qualité et au travail de l'IBJF. À côté du NAGA, donc on a d'autres organisations, pareil, qui sont loin derrière le NAGA, derrière la DCC, mais on a quand même des organisations qui fonctionnent de façon locale. Donc des exemples, alors je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais il y a le NAGA, qui est une organisation américaine qui organisait, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais j'imagine que oui, qui organise des compétitions un peu partout dans le monde. On a le grappling industrie qui est un peu le même truc, un peu le même principe. Ce qui est sympa avec le grappling industrie, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez 2 combats. Donc ça, c'est plutôt sympa, surtout quand on veut une expérience sympa et pas trop frustrante de se dire je suis venu, je me suis fait sortir en 1 minute, j'ai fait un régime, j'ai payé, j'ai ci, j'ai ça. Ça peut être frustrant et ça peut ne pas donner l'envie de refaire de la compétition. Voilà, donc ça c'est à peu près, il y en a d'autres forcément des compétitions, mais c'est les plus, on va dire, les plus connus et les plus pratiqués. Il y a aussi la FFL en France qui est la FFL. Aujourd'hui ça ne s'appelle plus la FFL, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais en gros c'est le grappling qui a été récupéré par la Fédération internationale de lutte, donc ils appellent ça grappling. Et qui a été récupéré par la Fédération internationale de lutte pour organiser des compétitions de combat au sol. Sauf que je vais déjà commencer presque à parler des forces et des points faibles. C'est que en fait,
c'est énormément. Donc, c'est des combats de 5 minutes où la partie, on n'a pas le droit de tirer pour la garde, donc de s'asseoir. Donc, ce qui veut dire qu'on est obligé forcément de lutter. Ou alors, si on ne lutte pas, bah, on est pénalisé fortement. Et sur 5 minutes, c'est difficile dans notre sport de revenir au score quand on est dominé, surtout si c'est après 1, 2, 3 minutes. Et du coup, la partie debout est très très importante. Donc du coup, je vais enchaîner tout de suite avec les forces et les points faibles. Bon, je vais commencer du coup avec celle-là. Donc là, par la Fédération internationale de lutte qui a récupéré le grappling. Donc le grappling. Et en fait, donc le point fort, c'est quoi? C'est que on peut faire partie de l'équipe. Par exemple, si c'est en France, on fait des sélections. On peut faire partie de l'équipe de France de grappling. Et une fois qu'on fait partie de l'équipe de France de grappling, normalement, je dis bien normalement parce que je vais le dire ici, il y a un petit peu de copinage forcément toujours, comme dans la plupart des fédérations. C'est pas forcément le champion de France qui va partir. À l'époque, c'était vrai. Aujourd'hui, ça ne l'est moins. C'est devenu un peu copain-copine. Ouais, bon, bah toi, t'es mon pote, tu t'entraînes avec moi, vas-y, c'est parti, on t'envoie. Tranquille, ça fait partie du jeu. Mais ouais, il y a une équipe de France, tout est payé quand on va participer du coup derrière au championnat d'Europe et au championnat du monde. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est une compétition à moindre coût. Mais voilà, le point faible, c'est que aujourd'hui, c'est devenu un peu du copinage. C'est un peu toujours les mêmes qui sont envoyés. Nous, par exemple, à Fight, on avait des combattants qui avaient gagné les championnats de France. Soit ils n'ont pas été envoyés, soit pour les envoyer, il fallait que nous-mêmes, le club, on prenne en charge leurs billets. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et aussi, le point faible, c'est pour moi le règlement. C'est en fait, la plupart des élèves qu'on envoie sur ces événements-là, malheureusement, ils ressortent de là frustrés parce qu'en fait, on est un club de lutte à livrer, de grappling, jiu-jitsu brésilien. Donc l'objectif, c'est de faire du sol. C'est d'essayer d'être au sol et d'essayer de soumettre son adversaire. Sauf que là-bas, 70% du temps, ce n'est pas les chiffres exacts, mais à peu près à vue d'œil, la grande majorité des combats se gagnent debout. Et donc c'est debout que le jeu va se faire et que on va décider, le combat va être décidé. Et donc en fait, c'est dommage parce que à l'entraînement, forcément, comme dans tous les clubs, on ne s'entraîne pas essentiellement debout, on s'entraîne essentiellement au sol, même si on fait quand même du debout. Donc en fait, à chaque fois, les élèves reviennent de cette compétition-là en disant « Ah putain, il faut qu'on fasse plus de lutte ». Ouais, mais dans ces cas-là, on devient un club de lutte avec un petit peu de soumission au sol, quoi. Donc c'est pas le sport qu'on pratique, c'est pas le sport que moi j'ai pratiqué, c'est pas le sport que je connais. Et donc c'est pas dans cette direction-là que j'ai envie d'orienter tout le monde, de faire quasiment que du debout. On va dire 70% du cours, ça va être du debout et après on va faire du sol. Voilà, donc ça c'est pour la partie Fédération internationale de lutte qui a récupéré le grappling. IBJJF, donc le top de l'IBJJF, c'est selon eux, c'est le fait que l'organisation est carrée, que les arbitres sont carrés, que les règles sont respectées, que les arbitres sont ceinture noire, enfin ils connaissent très très bien les règles, très très bien le sport et voilà, tout est carré, on sait à quelle heure pratiquement on combat, on doit se peser avant le premier combat, donc il n'y a pas trop cette gruge de se peser la veille et le lendemain on est à 5 kilos en plus. Voilà, mais tout ça pour moi, ça peut être le point fort, mais comme ça peut être le point faible. Des fois, c'est beaucoup trop carré. Et moi, ce que j'aime bien, en tout cas, dans mon sport, ma vision, ça commence presque à répondre au dernier point qui sera ma préférence. Ce que moi j'aime bien en tout cas, c'est le côté où il y a un petit peu d'adaptation, quoi. On est là pour passer un bon moment, on est là pour kiffer. Et donc on n'est pas là pour… en fait, on va pour combattre, mais on est stressé de… Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je vais me tester sur la balance de test. Ok. Et si je suis au poids, normalement, je suis au poids sur la balance finale, la balance officielle. Sauf que, par exemple, à ma dernière compétition, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une différence de poids entre les deux. Donc la balance de test, elle était 300 grammes au-dessus. Donc moi, je pensais que j'étais au poids. Je suis allé sur la balance officielle, je n'étais pas au poids, ils m'ont disqualifié. J'ai eu de la chance, je suis resté observé et en fait, au bout de 10-15 minutes, ils ont fait venir quelqu'un pour réparer la balance et faire en sorte que les deux balances soient au même poids. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas été comme moi, qui ont été disqualifiés
et qui sont rentrés chez eux. Donc imaginez la frustration de putain, mais j'y suis allé, j'étais au poids et tout. Enfin, des fois c'est beaucoup. Et donc du coup, pardon, derrière moi, ils m'ont remis. Donc moi j'ai un petit peu râlé à la française et ils m'ont remis dans la compétition. Sauf qu'il y en a plein qui n'ont pas eu cette démarche-là, qui sont tout de suite rentrés chez eux, dégoûtés. Tout comme des fois, il y a des gens qui se font disqualifier directement parce qu'ils ont fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Et des fois, je trouve que c'est un peu trop dans l'extrême. Et ce qu'ils ne prennent pas en conscience, c'est qu'il y a des gens qui payent 1000, 2000, 3000, 4000 euros pour pouvoir aller faire une compétition à l'autre bout du monde et qui peut-être vont se faire disqualifier. Alors vous allez me dire, ouais, mais Nico, c'est normal, ça fait partie du règlement. Ouais, mais je trouve que des fois, c'est trop dans l'extrême et ça retire ce goût de vouloir combattre dans leur fédération, je trouve. Après, c'est top, c'est carré pour quelqu'un qui est master, pour quelqu'un qui commence, pour quelqu'un qui a envie de pratiquer dans une bonne ambiance aussi, parce que c'est sécurisé, parce que l'état d'esprit il est bon, etc. C'est le top niveau et donc ça c'est l'IBJF. Voilà. Et vous pouvez pratiquer en tant que ceinture blanche, plus de 30 ans, vous pouvez être avec des gens dans une catégorie avec les mêmes que vous, c'est-à-dire qui auront le même âge que vous, le même niveau, le même poids. Donc ça, c'est top. Et après, vous avez donc ADCC, NAGA, où moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir se peser la veille. Un règlement beaucoup plus libre qui favorise beaucoup plus l'action et l'attaque de soumission. Pour la partie, en tout cas, sans kimono. Je vais enchaîner tout de suite avec ma préférence parce que vous avez vu un petit peu mon discours dans lequel il s'oriente. Moi, ma préférence, en tout cas le milieu dans lequel j'ai grandi et évolué, c'est le milieu un petit peu, on va dire, à l'arrache, entre guillemets, où voilà, on se pèse la veille. On peut le jour même, du coup, bien boire, bien manger et être en forme pour pouvoir combattre. Et pas, vous savez, comme en boîte en France, quand on veut aller en boîte et que… on n'est pas accompagné, qu'on n'est pas forcément bien habillé ou on n'est pas habillé comme la boîte le demande. Et du coup, on arrive à l'entrée de la boîte et on est en panique. On ne sait pas. En fait, on va pour s'amuser, mais derrière, on y va quand même stressé et on ne sait pas si on va pouvoir rentrer. Et en fait, ça gâche un peu forcément le truc. Quand on va au Brésil, quand on va en Espagne, quand on va dans des endroits comme ça où il n'y a pas de recalage à l'entrée, on n'est pas en panique. Et ça ne gâche pas le plaisir. Là, c'est la même chose en fait avec l'IBJJF par exemple. On a peur de ne pas être au poids, il y a un stress quand même. Et ça enlève un peu du plaisir de combattre dans cette fédération-là, je trouve, en tout cas pour ma part. Et je préfère le fait de pouvoir me peser la veille pour le jour J, me focus que sur ma performance et pas être là à me focus sur le poids. Ça, je trouve que c'est un gros point faible pour moi pour l'IBJF. Après, j'ai pas grandi avec l'IBJF, donc je suis pas habitué à ce truc-là. Après, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles. On veut être champion dedans, on s'y plie et puis on le fait. Mais je trouve que ça enlève du plaisir de combattre dans cette fédération-là, ce truc-là. Un autre truc aussi qui enlève du plaisir, c'est le truc de… Moi, c'est toujours, même si je connais quand même un peu les règles, c'est « Oh là là, est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai pas le droit de faire ça ?» Dans le combat, on est tout le temps en panique de « Oh là là, je peux peut-être me faire disqualifier. » Je trouve que au lieu de vouloir à tout prix disqualifier, je trouve que c'est un peu dommage de… Pourquoi ils disent pas plutôt on va mettre un avertissement, un deuxième, puis au troisième, il est disqualifié quoi. Là, non, on a peur d'être disqualifié dès le premier faux pas quoi. Et c'est dommage parce que des fois, dans le combat, il y a l'adrénaline, il y a le ci, il y a ça. Donc, on peut des fois faire un peu des erreurs ou quoi. Et franchement, les erreurs, souvent, c'est pas ça qui va tuer ou qui va blesser forcément l'adversaire. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. Après, le top, c'est que c'est bien encadré. Les médailles, elles sont belles. Même si on a été champion ceinture bleue d'un Open au fin fond de la France, on a quand même une super belle médaille. On peut faire une belle photo. Enfin, voilà, on rend notre famille fière, nos parents, etc. Bon. Donc ça, c'est le côté un peu… ça, c'est le bon côté. Ça a un tarif, ça a un prix. Le prix, il est élevé quand même pour combattre, bien évidemment. Ce n'est pas à la portée de tous, mais au moins derrière, on est sûr quand même que ce soit bien encadré, que ce soit carré et que l'état d'esprit aussi, c'est pas en mode Kaira, je vais te niquer allez vas-y nique-le ou je sais pas quoi. Il y a des compétitions où c'est comme ça et franchement, malheureusement, c'est pas l'image qu'on a des sports de combat quoi. Donc voilà, ça c'est les bons côtés. ADCC, Naga, Grappling Industry, le bon côté, c'est ce côté-là de pouvoir se peser, il me semble pour tous, la veille.
qui a un règlement plutôt libre, où on a quand même le droit de faire beaucoup de choses dedans. Ce côté aussi un peu spectacle, d'accord. Moi j'aime bien ce côté aussi où tout le monde peut être au bord du tatami, crier, encourager. J'aime bien ce côté-là. Ça peut paraître un peu bordélique, mais je trouve que ça fait vraiment, voilà, comme le truc, je sais pas, un combat dans la rue où tout le monde est autour, allez, allez, allez. Enfin, et puis il y a un côté aussi où l'équipe, elle peut être au plus près de vous, au plus près du tatami, et puis au plus près du combat pour venir vous soutenir. Et l'IBJF, justement, je trouve que moi, à chaque fois, l'IBJF, par exemple, j'avais participé au championnat du monde en master l'année dernière. Voilà, du coup, il y a 2 ans maintenant, parce qu'on est en 2025. Et j'avais pas envie de rester après parce que, en fait, on n'arrive pas à voir, on peut pas être au plus près de l'action, on est loin, on voit pas vraiment les détails, on voit pas grand chose. Alors qu'à DCC, on a envie de rester, on a envie de regarder les combats. Puis il y a un truc qui fait que, je sais pas, les mecs torse nu, ça se combat, ça se chiffonne, ça va dans tous les sens, ça sort du tatami, ça continue. Voilà, moi j'aime bien ce truc-là et je pense que la grande majorité aime bien ça parce que on voit quand même beaucoup plus de gens regarder la DCC que des gens qui vont regarder l'IBJF. Encore une fois, je n'ai pas forcément les chiffres, mais l'IBJF, c'est vraiment le côté participer à une compétition. Ils ont leur business qui est autour de la compétition. C'est l'argent des gens qui combattent qui fait vivre la Fédé, alors que l'ADCC, bon, aujourd'hui, ils essaient aussi de récupérer ce truc-là, mais ce qui fait vivre aussi l'ADCC, c'est les gros événements qui sont diffusés sur Internet, les sponsors, les billets d'entrée, etc. aux gros événements. Donc, c'est qu'il y a quand même un côté spectacle qui est quand même intéressant. Et moi, c'est le côté que j'aime bien dans mon sport, c'est le côté spectacle, quoi. C'est le côté, on peut presque tout faire en fait dans notre sport. Donc ça, c'est top. Et le fait de pouvoir se peser aussi la veille, comme je l'ai dit, c'est quand même bien. On n'a pas besoin de se faux. On a le jour J. Alors, la DCC, il y a eu toute une période là où on devait, au monde, on devait se peser le vendredi, le samedi, le dimanche. Mais c'est ce qui faisait aussi que ça rendait encore plus spectaculaire la performance. Mais aujourd'hui, je trouve quand même qu'on est revenu à l'époque où on se pesait juste le vendredi et après on est bien. Et franchement, c'est bien parce qu'on peut se focus que sur la performance et sur les techniques qu'on va faire, sur notre adversaire, etc. Donc ça, j'apprécie quand même beaucoup plus que le fait de devoir se peser au premier combat. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous expliquer, selon moi, qu'est-ce que vous devez faire comme parcours pour pouvoir avoir une bonne expérience dans notre sport. Moi, je pense que vous fassiez du kimono ou du sans kimono, je pense que vous devez passer par l'IBJF. Malheureusement, j'ai envie de dire peut-être, mais vous êtes obligé de passer par cette fédération-là parce que vous aurez quand même une bonne expérience à partir du moment où vous connaissez bien le règlement. Au niveau du poids, bon, vous n'essayez pas de descendre dans une catégorie qui est difficile à atteindre pour vous et que vous y allez vraiment pour prendre de l'expérience en ayant un cadre top. D'accord? Donc ça, c'est bien. En plus, ils ont beaucoup d'open un peu partout dans le monde. Donc vous pouvez faire donc soit proche de chez vous, soit après un petit peu plus loin pour prendre cette expérience aussi à l'international. Ça, c'est bien. Je conseille aussi, alors ça c'est bien aussi peut-être en parallèle ou un petit peu après, de passer sur les événements comme ADCC, Naga, Grappling Industry. Pourquoi? Parce que, pareil, il y a la pesée la veille, il y a le fait de pouvoir normalement faire plusieurs combats dans la même journée. Par exemple, l'ADCC, si vous êtes débutant, vous pouvez combattre en débutant, en intermédiaire et en expert. C'est vous qui décidez dans quoi vous combattez. Par contre, un expert, il ne peut pas aller combattre en intermédiaire et en débutant. Un exemple, quand j'ai combattu à l'ADCC à Austin, et ce qu'il y a bien dans ces fédérations-là, donc comme l'ADCC, le Naga, le Grappling Industry, comme je le disais, c'est qu'en fait, on peut participer à plusieurs catégories et du coup, on n'aura pas fait le déplacement que pour un combat si on perd au premier tour ou s'il n'y a qu'une seule personne dans notre catégorie de poids. En plus de ça, le jour même, comparé à l'IBJF, on peut changer de catégorie, il n'y a personne dans notre catégorie, on peut combattre dans la catégorie du dessus, il n'y a personne dans notre catégorie, on peut combattre dans la catégorie d'un niveau au-dessus et ainsi de suite. Il y a quand même beaucoup plus ce côté humain que l'IBJF où on arrive, il n'y a personne, on te donne quand même la médaille, comme ça m'est arrivé au Rio Open où je suis arrivé, comme je l'ai raconté tout à l'heure, il y avait ce problème avec le poids, mais au final ils m'ont remis dedans, mon adversaire n'est pas venu, ils m'ont donné la médaille. Bon, j'ai pris la médaille parce que voilà, mes enfants, ils sont contents et tout. Tu rentres avec la médaille, ouais, super, etc. Même si on leur explique qu'on n'a pas combattu, mais ils sont quand même contents. Papa est champion. Mais derrière,
Mais derrière, c'est frustrant quoi. Pour quelqu'un qui a fait le déplacement, j'avais fait un déplacement, j'habite plus à Rio, donc j'ai fait le déplacement, je suis allé là-bas, j'ai fait le poids, etc. Bon, voilà, j'ai gagné la médaille pour ça. Bon, bah c'est top, on accepte quand même, mais derrière, c'est vrai que c'est dommage. Si sur le coup, il m'avait dit, ah, vous voulez pas combattre dans la catégorie du dessus et autres, bah j'aurais bien aimé, j'aurais combattu, peu importe, c'était pas grave. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, ah, tu peux combattre à l'absolute. Ouais, mais l'absolute, passer 30 ans, 35 ans, franchement, ça donne pas envie. Je l'ai fait 2 ou 3 fois. Ouais, et une fois, j'ai gagné, mais les 2 autres fois, j'ai pris des mecs, c'était des montagnes. J'avais peur qu'ils m'arrachent la tête. Franchement, ça vaut pas le coup. Donc voilà. Et en ce qui concerne le grappling, bah franchement, c'est quelque chose que je vous recommande pas du tout. Malheureusement, j'ai été champion dans cette fédération-là. J'étais champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Mais c'est vraiment pas une fédération que je vous recommande si vous voulez faire du sol vraiment en compétition, que vous voulez prendre du plaisir. Je suis désolé, mais cette fédération-là, je vous la recommande, mais pas du tout. Voilà, ils me taperont peut-être sur les doigts ou autre, peu importe, j'en ai rien à faire. Et maintenant, il est temps. On arrive en fin de vidéo, mais il faut quand même que je vous parle de mes sponsors parce que bah, c'est eux qui font que je peux produire du contenu pour vous sur YouTube, Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, NR Fight Club, Nicolas Renier, Rapidos, NR Fight pour tous ceux qui veulent s'entraîner avec nous sur Paris ou en province. D'ailleurs, si vous êtes d'un club, vous n'avez pas de club en province, mettez-moi ça dans la description. BJJ Fanatics, la plateforme sur laquelle vous pouvez apprendre les sports de combat, dont la lutte à livrer et jiu-jitsu brésilien. Et les airstrips, ça c'est le top. Franchement, je porte ça depuis que… Alors, j'en ai plus beaucoup, c'est pour ça que je les économise au maximum. J'attends février pour qu'on m'en ramène de France. Mais en tout cas, pour moi, ça a tout changé. Les gens qui disent que ça ne change rien, que ça ne fonctionne pas ou autre, c'est qu'ils n'ont jamais essayé. Je ne suis pas du tout là à essayer de vendre des choses qui ne fonctionnent pas ou autre, ou vous parler de choses qui ne fonctionnent pas. Ça marche. Et surtout, moi, en fait, quand j'ai fait du MMA, je me suis pris quelques coups dans mon nez. Mon nez, il n'est pas petit, donc ça a dévié un peu mon nez et je respire mal depuis. Ça m'aide à beaucoup mieux respirer. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que si je respire beaucoup mieux dans l'entraînement, c'est-à-dire que je peux m'entraîner plus longtemps. Si je m'entraîne plus longtemps, c'est-à-dire que je peux expérimenter plus mes techniques. Si au lieu de faire 5 combats à l'entraînement, je peux en faire que 2 parce que le cardio, j'ai pas de cardio parce que j'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Et bah du coup, je peux pas bien faire. Ou alors si j'en fais 5 mais que j'ai du mal à respirer et que j'ai pas, du coup, j'ai du mal à alimenter, oxygéner mes muscles, et bah forcément, je vais un peu moins bouger, donc je vais moins expérimenter, moins m'exposer. Bah avec ça, et je l'ai vu, les jours où j'en mets pas et les jours où j'en mets, et bah j'arrive à respirer beaucoup mieux et j'arrive à m'entraîner beaucoup plus longtemps. C'est aussi simple que ça. C'est un pansement avec un bout de plastique à l'intérieur. D'ailleurs, prochain produit sera beaucoup plus écologique. Là, l'idée, c'était d'essayer, voir ce que ça donne, si vous appréciez ou pas. On est presque à 100 personnes qui ont essayé, qui ont acheté sur le site internet airperformance.com. Le lien est dans la description. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour négatif. Juste des personnes, un petit truc que je vais vous dire, c'est ils disaient « Ah, mais ça se décolle rapidement ». Moi, la petite astuce ici, pour pas que ça se décolle rapidement, déjà d'un, c'est de le mettre sec. Il ne faut pas être mouillé, humide, pas avoir mis de la crème avant pour le visage et mettre après dessus, forcément ça ne va pas adhérer. Et moi en fait je le plie à la moitié. Je le plie à la moitié, je le décolle, je le fixe et une fois que je l'ai fixé, je viens bien appuyer sur les extrémités pour que ça adhère bien. Je fais ça pendant quelques secondes et après ça reste sur le nez pendant 24 heures, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, donc c'est top. Essayez, vous me direz vous-même si vous aimez ou pas. En tout cas, tous les liens sont dans la description. Ça c'est mes sponsors. Profitez-en. Puis n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde aussi sur cette chaîne. Je le ferai avec grand plaisir. Merci à tous. On se voit dans la prochaine vidéo. Au ça.